Donald Trump a une politique, comme on dit, une parole performative. C'est-à-dire qu'il dit quelque chose, les gens ont peur. Il est dissuasif. On a pu le voir au niveau économique, on a pu le voir au niveau diplomatique. On a compris qu'on a enfin un shérif à la Maison-Blanche. On a quelqu'un qui est en mesure de sortir le Colt et de tirer s'il y a un problème. Donald Trump a passé le cap des 100 jours. Il a lui-même fait l'éloge de ses 3 premiers mois passés à la Maison-Blanche. Le président des États-Unis a évoqué voilà quelques jours les 100 premiers jours les plus réussis de l'histoire américaine, avant de promettre ce n'est que le début, vous n'avez encore rien vu. Alors qu'on cherche ce qu'a bien pu faire François Bayrou en 140 jours à Matignon, on peine à résumer les 100 premiers jours de Trump, tant ils sont riches et fourmis d'initiatives fracassantes, heureuses ou pas. Nous allons en parler avec vous, Philippe Carsanti. Merci de nous avoir rejoints. Le moins qu'on puisse dire, c'est que les défenseurs de Donald Trump ne sont pas légion dans les médias en France. Alors vous êtes avec Nicolas Conquer, l'un des 2 porte-parole de la campagne de Donald Trump, du comité Trump France. Vous avez fait une carrière dans la finance, vous avez été adjoint au maire de Neuilly-sur-Seine et vous ne cachez pas vos opinions pro-israéliennes. C'est pour brosser le portrait du personnage. On va rentrer avec vous dans la mêlée. Première question, je voulais vous demander si Mark Waltz, conseiller à la sécurité nationale, qui quitte le gouvernement, est-ce qu'il a été écarté? Il part pour prendre un poste de représentant des États-Unis à l'ONU. Oui, enfin, il y a pire comme licenciement. Donc, effectivement, il ne sera plus conseiller à la sécurité nationale, qui était le poste qui lui était attribué au début de l'administration. Alors, il faut rappeler que c'était l'homme qui avait fait cette fuite dans la presse sur des documents, des conversations confidentielles au sommet d'État. Il avait intégré dans un groupe Signal du gouvernement américain un journaliste américain de The Atlantic qui a permis ensuite à ce journaliste de faire un scoop et de révéler certaines informations internes au gouvernement américain. Donc c'était une erreur. Il a été donc retiré du poste de conseiller à la sécurité nationale, mais il n'est pas viré comme on a pu l'entendre. C'est quand même une sanction, d'après ce que vous dites. C'est une sanction. C'est une demi-sanction. Vous savez, une véritable sanction, c'est d'être totalement écarté. Là, il va prendre le poste d'ambassadeur à l'ONU, qui est quand même un poste très important. C'était Elise Stefanik qui avait été pressentie pour ce poste, et qui était une femme absolument formidable, et qui a été obligée de se retirer parce que Trump avait une majorité assez faible à la Chambre des représentants, et de peur de perdre ce siège, il lui a demandé de retourner à la Chambre des représentants pour ne pas provoquer d'élection partielle. D'accord. Alors, cet élément d'actualité est passé. Trump a pris 140 décrets. Est-ce qu'il a radicalement changé l'Amérique, déjà, en 100 jours, ou est-ce qu'il a été un peu trop vite? Alors, il faut comprendre qu'il y a une révolution. C'est la révolution Trump. Si vous comprenez, et si vous comprenez un peu ce qui se passe dans le monde, comparez le monde d'il y a 102 jours et le monde d'aujourd'hui, et je dirais même peut-être remonter jusqu'au 5 novembre. Regardez le monde d'avant le 5 novembre. Quand Joe Biden était président des États-Unis, on avait une momie, une personne sénile qui n'avait plus aucun impact sur la réalité du monde américain, mais aussi du monde en général. Vous parlez de Joe Biden? De Joe Biden, absolument. Et là, on a un président actif, certains diront suractif, super actif. Enfin, il a vraiment décidé, il est arrivé avec un programme et il a décidé de l'appliquer. Et si vous comparez aussi avec ce qui se passe en France, on est dans une situation incroyable où ce qui choque ici, aux États-Unis, c'est que le président dit et fait. En France, on parle, il ne se passe rien. Je vous mets au défi de trouver maintenant une mesure clé de François Bayrou qui est quasiment arrivé au pouvoir en même temps que Donald Trump.
La comparaison est assez accablante pour la France. Mais est-ce qu'il n'a pas confondu vitesse et précipitation, quand même? Alors non, parce que en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il a un objectif très clair, qui est un objectif global, qui n'est pas du tout, je dirais, segmenté. C'est-à-dire que quand il agit sur la politique étrangère, il agit aussi sur l'économie. Quand il agit sur l'économie, il agit sur la politique étrangère. C'est-à-dire que, par exemple, quand il met des droits de douane à la Chine, c'est aussi un moyen de faire pression au niveau géopolitique. Quand il je dirais, crée une secousse sur les marchés mondiaux qui permet de faire baisser le prix du pétrole, qui est un objectif clair de Donald Trump, puisqu'il avait annoncé qu'il voulait pomper encore. C'est très important parce que d'abord, ça affaiblit nos deux adversaires stratégiques que sont l'Iran et la Russie, qui vivent majoritairement de revenus d'hydrocarbures, mais aussi, ça permet aussi de rendre de l'argent aux consommateurs. Aux États-Unis, le prix du pétrole le prix de l'essence a un impact très important sur le train de vie, voilà, sur la vie des foyers. Et donc, en rendant de l'argent aux consommateurs, ça permet d'agir sur d'autres leviers et donc de juguler l'inflation, contrairement à ce que racontent encore les médias. Est-ce que c'est à Trump qu'on doit la baisse, en partie, la baisse du prix de l'essence en France? Ah, clairement. Clairement. Le baril de pétrole était début avril à $72 le baril. On est en dessous de $60 le baril ce matin. Non, c'est une évidence. Hein. On a cet impact fort. Et ça, encore, je vous dis, c'est économique, mais c'est aussi géopolitique. Alors, je voulais qu'on parle un peu du wokisme. Est-ce que Trump nous a définitivement débarrassé du wokisme, au moins aux États-Unis, mais peut-être ailleurs aussi, puisque le foyer central du wokisme était aux États-Unis, ce que tout le monde sait. Il a mené en tout cas une politique anti-diversité, sur l'équité, l'inclusion, etc. Il a balayé tout ça. Il s'est attaqué aux universités, notamment à Harvard. Il a pris des mesures de suppression des subventions. Est-ce que ces mesures sont efficaces? Quels sont les résultats de cette lutte contre le wokisme, notamment le wokisme universitaire américain? Alors, Donald Trump a prononcé une phrase révolutionnaire en 2025. Il a vraiment fallu attendre 2025. Il n'y a que deux sexes dans l'espèce humaine, les hommes et les femmes. Tout le monde a été choqué, mais enfin, on arrive à des évidences. C'est-à-dire qu'il enfonce une porte ouverte, mais qui paraît révolutionnaire, tant le monde a dévié, est devenu complètement dingue. Il y a une expression qui dit « on marche sur la tête », on marche vraiment sur la tête. Vous savez, récemment, j'avais essayé d'inscrire un de mes enfants à un programme canadien dans une université canadienne, et je sais pas, il y avait 20 sexes possibles, 20 possibilités d'identité. On ne comprenait même pas, il y a des endroits où ça devient complètement délirant. Donc oui, il a décidé de prendre à la gorge ce problème, et il n'a pas cherché à lutter contre la diversité, il n'a pas cherché à lutter contre l'inclusion, il a dit simplement une chose. Aujourd'hui, ces politiques de ce qu'on appelle DEI, diversité, égalité, inclusion, sont des politiques elles-mêmes qui sont contre la diversité, qui sont elles-mêmes racistes et qui sont contre-inclusives. C'est-à-dire que, par exemple, vous prenez un étudiant asiatique qui postule à Harvard, avec les quotas qui étaient faits contre les étudiants asiatiques, eh bien, il avait 5 fois moins de chances de rentrer qu'un étudiant d'origine afro-américaine, parce qu'on considère que les Asiatiques sont, je ne sais pas pour quelle raison, peut-être biologiquement, peut-être racialement, c'est ça le vrai racisme, qu'il y a plus de chances de rentrer à Harvard parce qu'il a des capacités supérieures. C'est vraiment ça le racisme. C'est dire attribuer aux gens, en fonction de leur couleur de peau ou de leur origine, une capacité supérieure ou inférieure. Et donc lui, il a dit, non, on va tous repartir en même temps, on est tous sur la même ligne de départ, on va arrêter ce délire. On va arrêter ce délire sur les transgenres, par exemple. Moi, quand j'étais juste après la victoire de Donald Trump, j'ai fait une tournée aux États-Unis. J'étais avec une nageuse qui s'appelle Riley Gaines, et qui expliquait tout simplement qu'elle s'est retrouvée face à elle dans les vestiaires, une très jolie femme d'un mètre 65, 70, elle s'est retrouvée face à elle avec un homme, par exemple, d'un mètre 90 dans les toilettes, hein, enfin un homme, alors je ne sais plus comment vous l'appelez, qui s'est déshabillé totalement et qui avait tous les attributs masculins, sauf qu'il a enfilé une pièce, comme vous pouvez le voir, une femme, il est allé nager, elle a réussi à faire match nul exactement au centième près lors d'une course face à cet homme, qui se prétendait femme parce qu'il s'était laissé pousser les cheveux très longs. Et à la fin, on est allé la voir, on lui a dit, écoute, ok, vous êtes arrivé à égalité, mais tu comprends que pour des raisons
diplomatique, on ne peut pas vous mettre à égalité, donc c'est lui qui va passer devant. Donc toi, tu seras médaille d'argent, il sera médaille d'or. Voilà où on en est arrivé aux États-Unis. Donc, en fait, ces gens-là qui étaient censés vouloir défendre les femmes ont en fait tué le sport féminin. Puisque si vous mettez, par exemple, on a vu la même chose aux Jeux Olympiques à Paris avec la boxe. Vous avez vu en finale 2 hommes qui se sont battus dans la catégorie des femmes après avoir massacré des femmes dans les tours précédents. Donc, c'est totalement grotesque. On est aujourd'hui, par exemple, j'insiste bien par rapport aux États-Unis, par rapport à Harvard, moi qui ai donné des cours là-bas et des conférences, on est dans une situation complètement folle où vous avez parallèlement à ces problèmes de diversité, égalité, inclusion, c'est devenu des centres de propagande du Hamas, du Hezbollah et des Houthis. C'est-à-dire que vous aviez des gens sur les campus de Harvard qui se promenaient avec des drapeaux du Hamas et du Hezbollah. Regardez, juste conclure, regardez Sciences Po, on s'en plaint, mais Sciences Po à côté, c'est une ère très calme par rapport à ce qui se passe dans l'université américaine. Mais est-ce que la suppression des subventions d'État à ces universités américaines en général et à Harvard en particulier ont changé quelque chose, puisque je crois que ça représentait 20%, il me semble, de mémoire, du budget de l'université. Est-ce que finalement ça va suffire à faire cesser ce foyer de wokisme? Écoutez, on va prendre le budget de Boulevard Voltaire et on va supprimer 20% en disant simplement qu'on ne veut plus de gens qui portent des cravates bleues, par exemple. Bon, vous allez vous dire, ok, ça va pas changer grand-chose, sauf qu'à la fin, vous dire, peut-être qu'on va arrêter de porter des cravates bleues si ça gêne l'actionnaire majoritaire. Ce que je veux dire là, tout simplement, c'est que la situation c'est de l'influence, c'est faire comprendre à toutes ces universités qu'il faut arrêter. Alors, vous avez le président d'Harvard qui monte sur ses grands chevaux et qui fait des recours judiciaires, sauf c'est une réalité. Aujourd'hui, Harvard est devenu, je dirais, le forum de l'antisémitisme aux États-Unis, ce qui est dingue, ce qui est complètement dingue. Donc, il est temps d'arrêter, il est temps de remettre en place ces universités où les gens doivent travailler, étudier. Rendez-vous compte que pendant la période des examens, vous aviez des manifestants pro-Hamas, pro-Hezbollah qui empêchaient les autres d'étudier, qui empêchaient les autres de passer leurs examens. Donc ça n'est pas normal. Les universités, c'est fait pour apprendre. Et vous avez encore une fois toutes ces études de genre ou de sociologie, tout ce que vous pouvez imaginer pour arriver à essayer de définir ce qu'est un homme et une femme. Non, Trump, il est arrivé, il a dit tout simplement un homme, il y a une femme, et avec ça, on fait des bébés. Et il peut aller plus loin, Trump, dans ce bras de fer avec Harvard, par exemple? Il va aller très loin. Il va aller très loin, et c'est pas il doit, parce qu'en fait, il a une mission du peuple américain. Il a une mission, il a été élu par les grands électeurs, il a été élu par le vote populaire, il a gagné au Sénat, et il a gagné à la Chambre des représentants. Donc oui, il a un mandat pour appliquer son programme, et il le fait. Il avance, il a des midterms en novembre 2027 qui seront, je dirais, une étape pour lui, et c'est pour ça qu'il a toute cette période-là, 2026, pardon, excusez-moi, 2026, il a toute cette période-là pour montrer que son action a des résultats. En tout cas, le bras de fer est bien parti. Alors, il y a un autre bras de fer qui est celui de l'immigration. Il a fermé les portes du pays, il expulse à tour de bras, Trump. Il a essayé de décourager l'immigration illégale. Est-ce que les résultats sont factuels? Parle-nous un petit peu de cette politique. Qu'est-ce que voient les Américains? Qu'est-ce qu'il y a de tangible dans cette politique d'immigration nouvelle de la part des États-Unis? Phénoménal. 99% de baisse de l'immigration clandestine aux États-Unis. Les gens ne cherchent plus à rentrer parce qu'ils ont compris que quand ils se font arrêter, non seulement ils peuvent se faire expulser, mais si en plus ils ont des activités criminelles, ils peuvent se faire envoyer dans des prisons beaucoup moins agréables que ce qu'ils ont aux États-Unis. Donc, réellement, ça a un impact considérable. Ça a aussi un impact considérable sur l'arrêt de l'importation de drogue. Vous savez, le fentanyl, qui est la drogue de synthèse, qui a fait des désastres, des dégâts considérables aux États-Unis. Provenez-vous aux États-Unis, provenez-vous à San Francisco. Et en pleine croissance. Hein. Voilà, et ouais. qui était une forme de déstabilisation du Parti communiste chinois. Le Parti communiste chinois a déversé toute cette drogue pour détruire la jeunesse américaine. Il faut comprendre encore une fois, et ça c'est quelque chose qu'on n'entend absolument pas aux États-Unis. Pourquoi vous parlez du Parti communiste chinois? Parce que c'est la Chine. Drogue qui vient de Chine? Oui, c'est la Chine qui fait passer cette drogue-là et qui désarme totalement la jeunesse américaine. Il y a une guerre, il y a vraiment une guerre qui est une guerre. Vous savez, on a eu la guerre froide, et là c'est une guerre encore plus insidieuse. Qui est menée par la Chine. Regardez, on prend l'exemple de TikTok. TikTok en Chine, c'est un réseau social qui sert à éduquer les enfants.
En France et aux États-Unis, en Occident, ça sert à décérébrer nos enfants. Et donc voilà, c'est une façon, on leur donne des drogues électroniques pour totalement les affaiblir nos pays, et de l'autre côté, ils se musclent. Mais alors sur la frontière, est-ce que notamment sur la frontière mexicaine, est-ce que lorsqu'on passe la frontière d'un côté ou de l'autre, on voit un changement? On passe plus. On ne passe plus. Les gens ont bien compris qu'il fallait pas passer, parce que s'ils passent, ils se font arrêter, et là ils sont considérés pas seulement, comme on dit entre guillemets, des sans-papiers. Non, ils sont pas sans-papiers, ils sont clandestins. Clandestin, c'est une accusation criminelle aux États-Unis. Vous pouvez être envoyé en prison, et je vous dis, être envoyé par exemple dans les prisons salvadoriennes si vous avez commis un acte délictueux. Donc c'est vraiment quelque chose extrêmement dissuasif. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que Donald Trump a une politique, comme on dit, une parole performative, c'est-à-dire qu'il dit quelque chose, les gens ont peur. Il est dissuasif. On a pu le voir au niveau économique, on a pu le voir au niveau diplomatique. On a compris qu'on a enfin un shérif à la Maison-Blanche. On a quelqu'un qui est en mesure de sortir le Colt et de tirer s'il y a un problème. On avait beaucoup parlé lors du premier mandat de Trump de ce mur à la frontière mexicaine, vous vous souvenez, qu'il voulait construire. Il avait même dit que ce serait le Mexique qui paierait la facture de ce mur. On n'entend plus parler cette fois-ci dans le mandat. Or, je ne crois pas qu'il ait été construit complètement. Alors, il n'a pas été construit complètement. Tout le monde dit « Ah, ce n'est pas le Mexique qui a payé ». Si, c'est le Mexique qui a payé, puis c'est par les droits de douane qu'il leur a imposés. En fait, il prend de l'argent d'un côté et il dit « Grâce à ça, je me sers pour construire ». Il n'a pas pu finir le mur. Les démocrates ont tout fait pour empêcher, mais il faut aussi comprendre la situation. Les démocrates sont dans un désarroi complet. Ils ont perdu, ils ont fait une campagne lamentable en soutenant Joe Biden, comme je vous dis, qui était totalement sénile, en soutenant une candidate complètement nulle, incompétente, incohérente, qui s'appelait Kamala Harris. Et donc là, ils n'ont rien à faire. Donc leur seul travail aujourd'hui, ce n'est même pas d'essayer de se reconstruire même, c'est d'essayer de détruire et de bloquer Donald Trump, tant par l'activité à la Chambre, mais aussi par les juges, ce qu'on appelle les juges démocrates, qui ont été répandus dans tout le pays, notamment à cause de l'influence de George Soros, qui a financé de nombreuses campagnes de juges américains. Sachez qu'aux États-Unis, les juges sont élus, les procureurs sont élus. Absolument, bien sûr. Alors, je voulais qu'on parle aussi du Doge, d'Elon Musk, qui avait donc monté ce petit commando anti-bureaucratie au sein des États-Unis. Combien il y a eu de postes supprimés? Alors, il promettait, Elon Musk, un chiffre, et Donald Trump, un chiffre qu'on peut juger peut-être un peu fantaisiste a posteriori, de 2000 milliards de dollars d'économies dans le budget fédéral. Ça devait être le résultat de ce Doge. Je crois que l'objectif a été ramené à 150 milliards, ce qui est déjà beaucoup, mais qui est très loin des 2000 promis au départ. Est-ce que tout ça fait quand même pas très sérieux, non? Alors si je peux juste corriger, c'est ce qui a été atteint aujourd'hui. À ce jour, à 100 jours, on est à 160 milliards de dollars d'économies réalisées. On est sur 100 jours, sur une présidence qui va faire en gros quasiment 1500 jours. C'est pas mal, quoi. Il a réalisé, on va dire, presque 10% de son objectif sur une période assez courte. Il y a d'autres événements qui vont arriver, il y a d'autres gestions qui vont permettre d'économiser de l'argent. Donc l'objectif de 2000 milliards reste? Je ne le connais pas et je sais pas, je n'ai pas pu avoir le chiffre précis d'objectif. Mais en tout cas, l'idée, c'est vraiment de réduire les coûts du département, grâce au département de l'efficacité gouvernementale. On a vu des dépenses absurdes. Vous avez vu le nombre. Il y avait par exemple des gens inscrits à la sécurité sociale qui avaient 250 ans. On ne sait pas où aller cet argent. Il y avait des choses incroyables. On finançait, par exemple, en Irak, un spectacle de bande dessinée pour 15 millions de dollars. Les Américains finançaient un spectacle 15 millions de dollars pour aider à la démocratie. Enfin, il y a tout ça. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire de la super corruption. Puisque quand vous versez 15 millions de dollars en Irak pour un programme de dessin animé, vous avez bien compris que l'argent, il ne va pas faire des dessins animés, ça c'est une chose. Mais après, on peut se poser la question de savoir s'il n'y a pas ce qu'on appelait en France les rétrocommissions. Les gens qui versent ça, se permettent de reprendre de l'argent. Ça n'a pas été établi, ça. Non, mais ça n'a pas été établi. Mais ce qui a été établi, c'est qu'on a dépensé des sommes phénoménales et on peut se poser la question, comme en France à chaque fois. Notamment il y a l'aide au développement qui a été l'aide au développement. supprimée. Et en fait, l'aide au développement n'est pas supprimée. Seulement, elle est recalibrée et on dit, attendez, on va essayer de comprendre où va cet argent. Dans la série des mesures un petit peu troublantes de la part de Donald Trump, on a eu, vous savez, alors il est parti de l'OMS, il est parti de l'OMC, ça c'est effectif, il a quitté les accords de Paris, mais il a aussi lancé des idées
menacer le Canada de devenir le 51e État américain, ce qui semble avoir défavorisé le candidat de droite au Canada. Il a menacé aussi d'annexer le canal du Panama et le Groenland, qui allait transformer la bande de Gaza en Côte d'Azur du Proche-Orient. Tout cela brosse quand même, en tout cas pour des esprits français, le portrait d'un Trump un petit peu, on va dire, fantaisiste. Qu'est-ce qu'il en est? Il est créatif. Alors, par exemple, sur l'OMS est une organisation totalement corrompue aux mains des Chinois. Rendez-vous compte quand même que 5 ans après le Covid, on n'a toujours pas une déclaration officielle de l'OMS nous disant l'origine du Covid. On est toujours sur une histoire de pangolin qui a mangé une chauve-souris, qui a été lui-même mangé par un Chinois qui a répondu. Donc on est sur un délire absolu. On sait très bien que ça vient maintenant du laboratoire de Wuhan. Simplement, l'OMS ne l'a jamais révélé. Sur l'OMC, on voit bien aussi à quel point les États-Unis et le monde entier ont été escroqués par la Chine, qui est vraiment notre adversaire aujourd'hui. Il faut bien le comprendre. Le Parti communiste chinois, ce n'est pas un parti d'enfant de cœur qui a vraiment déversé ses matières et qui a cassé, qui a fait du dumping social, du dumping, je dirais, avec des esclaves. Je veux dire, ils font travailler des esclaves pour ruiner nos marchés. Regardez l'absurdité de la politique économique européenne qui fait qu'on oblige les producteurs à fabriquer des voitures électriques et à vendre des voitures électriques. On n'est même pas en mesure de les produire alors que les Chinois sont en train d'inonder le marché. Ça, c'est donc pour OMS, OMC. Pour ce qui concerne les politiques vis-à-vis du Panama, du Groenland et du Canada, ça s'appelle une sphère d'influence. Les États-Unis veulent retrouver leur sphère d'influence. Rendez-vous compte que le canal de Panama, qui a été donc creusé par les Américains, a été donc donné par l'État du Panama en contrôle à une entreprise de Hong Kong qui s'appelle Hutchison. Hutchison gérait l'entrée et la sortie du canal de Panama. Trump est arrivé, a dit, écoutez, si ça continue comme ça, on va reprendre le canal. Les Panaméens ont dit, ok, d'accord, ils ont viré l'entreprise chinoise. C'était très important pour les États-Unis de reprendre, d'éliminer ce contrôle chinois. Pour ce qui concerne le Groenland a des réserves stratégiques de métaux rares, ça on le sait, mais ce qui est aussi important, c'est que c'est une route qui permet de passer par le nord, et c'est aussi une zone sur laquelle les Chinois cherchaient à prendre pied. Les États-Unis font comprendre, disent non, les Chinois ne mettront pas pied là-dessus, pas plus que les Russes. Ça vient aussi tuer le canular qui était de dire que Trump était une marionnette russe, ça on pourra y revenir après. Pour ce qui concerne le Canada, c'est déconcertant, mais comprenez une chose, le Canada ne se défend pas, n'a pas de... Pourquoi cette idée d'annexer le Canada Pourquoi cette idée fait sursauter le monde entier? Alors, cette idée, il faut comprendre qu'il y a si vous connaissez un petit peu le Canada et les États-Unis, d'abord, la frontière, c'est un trait, ok, c'est quelque chose de rectiligne, c'est totalement artificiel. Est-ce que ça avait un sens géopolitique? Peut-être, ça revient encore dans le sens de la sphère d'influence. Les États-Unis servent d'armée de défense pour le Canada, et donc il s'est dit, écoutez, un peu comme il le fait avec l'OTAN, il dit, écoutez, si vous payez pas, il faudra nous payer d'une autre façon. Il a proposé au Canada de rejoindre les États-Unis, visiblement ça n'a pas marché. Comprenez bien qu'il y a eu le désastre politique pour lui, a été l'élection du liberal, c'est-à-dire du gauchiste qui a suivi Justin Trudeau, alors qu'il devait y avoir normalement Pierre Poilievre qui était le conservateur qui était le large favori. Sauf que n'oubliez pas une chose. Et qui du coup a été battu. Voilà, le matraquage médiatique que nous subissons en France de la gauche et de l'extrême gauche dans les médias publics et certains privés en France est exactement la même chose aux États-Unis et au Canada. Et donc le matraquage pour dire attention, Pierre Poilievre est celui qui vendra le Canada aux États-Unis a eu un effet dévastateur sur lui, qui lui-même a perdu son siège au Parlement à Ottawa, alors qu'ils ont fait la promotion du candidat liberal, c'est-à-dire du candidat de gauche. La politique et la géopolitique de Justin Trudeau a été un désastre pour le Canada. Allez voir, sa cote de popularité était très basse. Était catastrophique, et surtout, il a fait une politique immigrationniste complètement dingue, et lui, Trump, vous dit dire, mais attendez, vous faites venir des gens dont on n'a pas envie aux États-Unis, et qui se servent du Canada comme porte d'entrée aussi aux États-Unis. Donc, il faudra voir ce qui va se passer. Je parle souvent avec des amis canadiens
Canadiens qui ont aussi trouvé l'idée de se rattacher aux États-Unis totalement loufoque, parce qu'ils ont une forme d'indépendance que je peux comprendre. Maintenant, il faut voir la marge de l'histoire. Vous savez, on est en 2025. Voyons ce qui se passera dans les 10 années à venir. Et la bande de Gaza, alors la bande de Gaza, c'est très important. En Côte d'Azur du Proche-Orient. Ça aussi, ça a quand même un peu sidéré le monde entier. Et oui, parce que les gens probablement ne connaissent pas très bien ce qui se passe là-bas et sont matraqués de propagande pro-islamiste en France. Comprenez une chose, moi depuis que je suis né, j'ai toujours entendu 2 États pour 2 peuples. L'État palestinien a été tenté, il a eu 18 ans, il a eu sa majorité. En 2005, les Israéliens se sont retirés à 100% de Gaza, ils ont retiré tous les habitants et même les tombes, ils ont retiré les tombes des Juifs qui étaient enterrés là-bas et ils ont donné des infrastructures phénoménales aux Arabes qui vivent là-bas. Qu'est-ce qu'ils en ont fait? Au lieu de construire le Dubaï du Moyen-Orient, ils ont construit un réseau de tunnels de 1000 km sous terre. Ils ont passé leur temps à tirer des missiles sur Israël. Donc l'État palestinien a été testé. On l'a vu, ça ne marche pas. Pourquoi? Parce qu'en fait, l'identité palestinienne est une fausse identité. Elle n'a jamais existé. Les gens qui vivent à Gaza n'ont strictement rien à voir avec ce qu'on appelle la Samarie et la Judée. J'insiste bien. Les résolutions du Nil ne parlent absolument pas de Cisjordanie, la résolution 180 qui crée ces territoires. Elle parle de Samarie et de Judée. C'est pour ça que toujours, quand les gens disent « Oh, il faut parler de Cisjordanie », non, c'est faux. C'est la Samarie et la Judée. Ces gens-là n'en ont rien à voir. D'à droite, c'est-à-dire au niveau de la Samarie et la Judée, ce sont des Bédouins. À Gaza, ce sont des gens qui viennent du Soudan, d'Égypte et qui ont été attirés à l'époque quand les sionistes sont arrivés sur cette terre pour refaire revivre l'agriculture qui était un grand marécage, même s'il y a toujours eu des juifs et des chrétiens qui vivaient sur place, très peu de musulmans. Donc ces gens-là n'existent pas. L'État palestinien est une fiction. Et on est en train de se rendre compte que ça n'aura pas lieu. Le fait de déplacer cette population, qui a montré quand même aussi sa barbarie, les attentats du 7 octobre ont montré que quand on donne les capacités aux Arabes de Gaza d'avoir une certaine autonomie, la seule chose qu'ils font, c'est de tenter, eux, un génocide. Sachant que dans l'année et demie de guerre qui vient de se passer... Non, mais sans plonger dans toutes les... Oui, mais c'est important de comprendre que Trump a compris... Oui, mais Trump a compris que le vrai génocide vient des gens de Gaza vers Israël, que la population de Gaza a cru même pendant l'année et demie de guerre, et qu'il est temps de se débarrasser de ces gens-là qui veulent créer le chaos. Et donc, lui, Trump, avait véritablement cette volonté-là. Vous savez, le principal obstacle à cette politique, ce sont les Israéliens. Parce que les Israéliens, contrairement à ce qu'on raconte, ce n'est pas un gouvernement de droite, c'est plutôt un gouvernement centriste, avec quelques ministres un peu plus à droite, mais qui n'osent pas prendre le taureau par les cornes et mener cette guerre. Rendez-vous compte que ça fait quand même 18 mois qu'ils sont en guerre, qu'ils ont encore 59 otages sur place, et que et Trump ne l'accepte pas. Il dit, vous devriez mener une vraie guerre pour récupérer vos otages, et il n'y a pas de... Non, mais certes, mais l'idée de Trump d'en faire une Côte d'Azur... Alors, c'est pas seulement une Côte d'Azur. Pareil, quand même, en tout cas pas tellement bien engagé. Alors, vous n'en savez rien, mais ce que vous ne comprenez pas, c'est que, encore une fois, souvenez-vous, je vous parlais de la révolution Trump. La révolution Trump, c'est une autre façon de voir le monde. Il n'y a pas seulement que la Côte d'Azur, il y a aussi un port. Vous savez, si vous arrivez à faire un port de commerce très important à Gaza, ce qui n'existe pas dans le nord d'Israël à Haïfa et ce qui n'existe nulle part ailleurs sur ce côté de la Méditerranée, vous faites un port de commerce phénoménal qui permet de contourner la mer Rouge, qui permet de contourner toutes les attaques de Houthis et qui permet d'avoir un transfert de matériaux par la voie terrestre, et d'avoir un port qui permet d'exporter vers la Méditerranée, en passant par l'Arabie Saoudite et la Jordanie. Donc c'est quelque chose de considérable. Il y a un projet géostratégique, c'est ça qu'il faut comprendre. Trump, quand vous l'entendez, vous voyez cette petite vidéo un peu grotesque, où on voit, avec la petite musique, où on voit Trump, la tour Trump à Gaza, c'est une façon de marquer les esprits. Mais il y a un objectif géopolitique, en tout cas de dire que ces gens-là qui ont créé le chaos et le désastre dans la région ne pourront pas continuer à le faire. En tout cas, cet objectif n'est pas abandonné, d'après vous. Cet objectif n'est pas abandonné, et j'insiste bien, vous savez, on n'a pas parlé du golfe du Mexique que Trump a décidé d'appeler golfe de l'Amérique. Oui. Il y a un autre projet qui est peut-être en cours. C'était plus facile parce qu'il suffit de changer le nom. Voilà, mais très important de changer les noms. Vous savez, on vit ce genre de choses en France aussi, qu'on nous rentre des mots dans la tête qui font changer les esprits. Il y a par exemple un État qui s'appelle la Jordanie. Le roi de Jordanie n'a aucune légitimité sur cette terre. Il suffirait de l'appeler Palestine, puisque ça faisait partie de ce qu'on appelait la Palestine historique, pour régler, entre guillemets, le problème palestinien. Donc c'est aussi... Il y a d'ailleurs beaucoup de Palestiniens qui vivent en Jordanie. 70% de la population jordanienne
et ce qu'on appelle d'origine palestinienne. Donc ça pourrait devenir l'État de Palestine et avoir une sorte de jonction avec Israël. Alors, autre dossier corsé, on va dire, les droits de douane. Les droits de douane de Trump, Dieu sait si ça fait couler de la salive et de l'encre en Europe et ailleurs. Il a imposé ses droits de douane, surpris un peu le monde entier. Il a reculé, Donald Trump. Est-ce que c'était une erreur, finalement ? Alors, ça s'est passé le 2 avril, on est donc juste un mois après. Non, c'était une stratégie. Vous savez, je crois que c'est le 5 avril, j'étais sur BFM TV, et donc les marchés venaient de se casser la figure, et j'avais dit tout simplement, la stratégie de Trump est très claire, il annonce, et il retirera dans 3 jours ses droits de douane, il donnera une période de délai de 100 jours. Je me suis trompé, il a dit 3 mois, et il ne l'a pas fait au bout de 3 jours, il l'a fait au bout de 5 jours. Effectivement, il a retiré ses droits de douane en disant, voilà, c'est un coup de semonce, et pour dire, voilà, maintenant on va négocier. Et ce qu'il a dit clairement, c'est qu'il a eu, dans la semaine qui a suivi, 50 pays qui sont venus pour négocier avec lui. Les États-Unis ne comprenaient pas pourquoi, d'un côté, on taxait les produits américains, et de l'autre côté, les Américains ne le taxaient pas. Promenez-vous aux États-Unis, vous voyez l'invasion des produits, notamment chinois aux États-Unis. Il veut rééquilibrer. Alors moi qui suis un vrai libéral, la notion de droit de douane me pose problème, sauf si c'est une arme géopolitique. Et si on arrive à créer une zone de libre-échange entre l'Europe et les États-Unis, où l'Europe cesserait de taxer les produits américains et les Américains ne taxeraient pas les produits européens, ce serait formidable. Voilà, donc c'est un acte, c'est une façon d'agir géopolitiquement, de sanctionner en fait, c'est une méthode. Ce que vous décrivez, c'est une méthode d'acheteur qui met la barre très haut et qui ensuite voilà. Et par exemple, vous voyez, part de cette position pour négocier. Voilà, là où je suis inquiet pour la France, c'est les délires géopolitiques d'Emmanuel Macron. Vous savez, qui s'est fait totalement écarter récemment. On parlera de l'Ukraine, j'imagine, au Vatican, qui a été vraiment ridiculisé par Trump et Zelensky, qui ne voulaient pas l'avoir à la table. Oui, alors c'est contesté cette non, c'est contesté par Macron, mais enfin, quand vous parlez sur les droits de douane, deux minutes, il y a quand même eu des effets économiques assez durs, puisque la bourse, vous savez, a accusé le coup très, très fortement. Le PIB des États-Unis a baissé un tout petit peu au dernier trimestre. Il dit « Soyez patients, c'est la faute de Joe Biden, Donald Trump, vous y croyez » ou d'abord, la bourse... Est-ce que l'économie peut tenir ? J'invite vos téléspectateurs à regarder le cours de bourse le 2 avril où il a annoncé la hausse des droits de douane, et aujourd'hui, on est plus haut. C'est-à-dire que depuis, on a remonté, on est repassé au-dessus du cours de bourse. Donc en fait, c'est cette secousse boursière, et je l'avais vraiment dit sur BFM, dit c'est le moment d'acheter. Donc ça, c'est une première chose. Pour ce qui concerne, vous me disiez, le deuxième truc, c'était le... Bien, est-ce que c'est vraiment la faute de Joe Biden ? Oui, alors au niveau de la baisse du PIB, la bourse va tenir. Alors d'abord, la baisse du PIB, il faut savoir que Donald Trump est arrivé au pouvoir le 20 janvier, donc au trimestre, c'est du 1er janvier au 31 mars. Ensuite, la décision de Trump au niveau des droits de douane, c'est le 2 avril, donc juste après. Donc le premier trimestre est vraiment, comme à l'époque en France on appelait l'héritage de Mitterrand, parlait de l'héritage de Giscard, vous vous souvenez, là c'est vraiment l'héritage de la politique de Joe Biden, qui était sur une économie qui, oui, était en ralentissement. Donc là maintenant on va voir. Je ne vous dis pas que le deuxième trimestre sera excellent parce qu'il y a eu des secousses, il y a des ajustements qui vont se mettre en place, mais la politique de Trump se juge sur le long terme. C'est une vraie révolution. Les États-Unis sont un super tanker. Il est en train de leur faire changer de position, changer de direction pour aller vers un monde plus juste. Donc vous pensez que l'économie va repartir et qu'au deuxième trimestre, ça sera... Alors, je n'ai pas dit le deuxième trimestre, je dirais... Sur l'année, je pense ça ira mieux. Mais surtout, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est une politique, une révolution qui implique des secousses, des à-coups et des ajustements. Et peut-être, on va perdre des plumes, chacun va perdre des plumes. Mais en fait, c'est pour aller vers le mieux. Encore une fois, vous savez, son idée de réindustrialiser, quand on parlait au niveau des droits de douane, il ne va pas nous refaire des choses. On oublie que c'était l'objectif, c'était de relocaliser au sein des États-Unis. Alors, c'est pas seulement ça. C'est relocaliser, faire rentrer de l'argent pour baisser l'impôt sur le revenu américain. Mais on ne va pas refaire des chaussettes aux États-Unis. D'ailleurs, on n'en fait même plus en Chine. On les fait au Vietnam, on les fait en Afrique, on les fait partout où vous voulez, mais on les fait même plus en Chine. Non, en revanche, souvenez-vous de la période du Covid où on était incapable d'avoir des masques en papier. On se bagarrait sur les tarmacs pour acheter les masques en papier que la Chine voulait bien vendre. On était incapable d'avoir les principes actifs de l'aspirine. Tout était fait en Chine ou en Inde. Donc en fait, lui dit, on ne peut pas dépendre
économiquement, industriellement de pays avec lesquels qui nous sont hostiles. Et donc, recréons chez nous les capacités de production. Et comme maintenant, en plus, l'industrie est extrêmement automatisée, on ne va pas voir venir les temps modernes avec Charlie Chaplin à la chaîne, mais on va avoir revenir des industries qui vont permettre aux États-Unis de se développer. Et c'est aussi un objectif qui doit être pour la France, pour l'Europe. Oui, c'est ce que j'allais vous demander. Est-ce que finalement, cette politique, est-ce qu'il a sifflé l'arrêt de la mondialisation sauvage qui détruit les emplois, à votre avis, ou est-ce que ça va être plus long que ça? Non, c'est son objectif. Mais on a cet objectif aussi qu'on doit mener quand on voit... Vous savez, comparer l'Italie. L'Italie, ils ont 2 fois plus d'industrie que nous en avons en France, parce qu'ils ont gardé ce savoir-faire. Nous, on s'est dit, et je me souviens à l'époque des propos de Nicolas Sarkozy, qui disait « on va devenir un pays de service ». Bah oui, un pays de service, à la fin, si on est obligé d'aller mendier à tous ceux qui font des biens de consommation durable, eh bien, on est dans une situation très affaiblie. Absolument. Alors, le pays de service, c'est surtout un pays qui a abandonné toute son industrie, voilà, et son agriculture à la concurrence. Je voulais qu'on parle de l'Ukraine aussi, évidemment. Alors, on a l'air d'aller vers la paix, mais elle est toujours pas là. Et je me souviens des déclarations de Trump qui disaient qu'on y serait en 48 heures. 24 heures. En 24 heures. Voilà, j'étais encore plus optimiste. En 24 heures, est-ce qu'il a été naïf vis-à-vis de Vladimir Poutine? Alors, d'abord, il faut prendre Trump à l'esprit, mais pas à la lettre. C'est-à-dire que quand il vous dit je suis le plus grand, je suis le meilleur, non, il est bien, il est grand, c'est peut-être pas le meilleur. C'est ce qu'il vient de dire là pour ces 100 jours. Absolument, c'est ce qu'il a dit. Et j'ai interviewé encore une fois ce week-end sur BFM, quand on m'a interrogé, on m'a dit est-ce que vous pensez que ce sont vraiment les 100 plus grands jours d'un président? Je dis non, ce sont les 100 plus grands jours de l'humanité. Ils m'ont regardé ébahi, on a le droit d'être un petit peu ironique. Donc si vous prenez Trump à la lettre... Des propos de campagne. Voilà. Non mais si vous prenez Trump à la lettre, vous avez un problème. Il ne faut pas le prendre littéral, il faut le prendre globalement dans l'interprétation et dans le sens. Donc est-ce qu'il a été naïf vis-à-vis de Poutine? Par rapport à Poutine, peut-être a-t-il été naïf, simplement il y a un proverbe que ma belle-mère a bien employé qui dit « il faut suivre le menteur jusqu'à sa porte ». D'accord? Eh bien, je vous dis simplement une chose qui est un proverbe arabe. Hein. Donc, il faut suivre le menteur jusqu'à sa porte. Eh bien, c'est très important d'aller comprendre aujourd'hui, savoir quel est l'objectif de Poutine. Est-ce que l'objectif de Poutine est vraiment, comme on nous raconte sur les chaînes avec les généraux de plateau complètement délirants et les petites folles ukrainiennes qui vont débattre et qui nous disent que Poutine va non seulement envahir l'Ukraine, mais ensuite il va envahir la Pologne et l'Allemagne et qu'il arrivera aux routes de Paris. Il n'arrive même pas en 3 ans. Prenez une carte de l'Ukraine en 2022, 2023, 2024, 2025. Il a conquis 25 à 30% du territoire ukrainien. Oui, mais ça fait 3 ans que c'est géré, que c'est figé. Ok, c'est figé, ça bouge plus. Hein. La Crimée, quand il l'a prise en 2014, personne n'a bougé, ni François Hollande, ni Obama. Ensuite, personne n'a bougé, tout le monde n'a rien dit. Donc, en fait, la situation, elle est très simple. La position de Trump, c'est de dire de toute façon, la Crimée restera russe et les parties conquises par la Russie, on ne va pas les reconquérir. Est-ce que vous êtes prêt à envoyer vos enfants pour aller faire la guerre pour reconquérir la Crimée? Moi, non. Est-ce que vous connaissez beaucoup de gens qui sont prêts à envoyer leurs enfants? Je ne le crois pas. On a une situation qui est figée. L'armée russe n'arrive pas à avancer, mais on n'arrive pas à la faire reculer. Donc, il faut prendre les choses telles qu'elles sont. Et en revanche, le deal qui a été fait avec les industries minières ukrainiennes d'envoyer des entreprises américaines pour travailler sur le terrain et envoyer des entreprises et des industriels américains travailler, c'est une forme de garantie de sécurité considérable pour l'Ukraine et c'est ça qui est important. Il faut bloquer la ligne de front, arrêter cette guerre. J'ai entendu de nombreuses fois, vous savez, on va gagner contre la Russie, on va faire plier la Russie. Mais attendez, ça veut dire quoi, gagner la Russie? Vous voulez quoi? Vous voulez aller jusqu'à Moscou et quoi? Conquérir Moscou? Vous voulez aller jusqu'à Vladivostok? Ça n'a aucun sens. Donc, non, l'idée c'était d'obtenir le reflux de l'armée russe. Mais on n'y est pas arrivé en 3 ans. Alors vous voulez dire quoi? Il y a eu 1 million de victimes, c'est-à-dire entre le mort et les blessés. C'est clair. On a eu 1 million de morts et de blessés sur les 3 ans. Est-ce que moi, ce qui m'agace un petit peu, oui, mais ce qui m'agace un petit peu, c'est de voir ces Européens qui sont prêts à voir mourir jusqu'au dernier Ukrainien pour ne pas reconnaître d'avoir eu tort de signer une paix qui était possible en 2022. Donc oui, il y a des territoires qui ont été pris par la Russie. Oui, ça n'est pas bien, mais l'ordre international tel qu'il fonctionne depuis 1945 n'a jamais permis à qui que ce soit de bloquer un envahisseur d'agir. Regardez, quand les États-Unis ont envahi l'Irak, personne n'a rien pu faire. Quand le Rwanda, il y a eu 1 million de morts, il y a eu le génocide rwandais en 1914,
on n'a rien pu faire. Les 500 000 morts en Syrie, regardez comment, quand Clinton a voulu bombarder Belgrade, on n'a rien pu faire pour empêcher ça. Donc en fait, l'ONU ne fonctionne pas. Trump dit simplement une chose, maintenant on va arrêter les fusions de sang. Il est temps que ça s'arrête, il est temps que la guerre s'arrête et il est temps qu'on repasse sur d'autres relations. Le monde ne peut pas fonctionner avec des guerres perpétuelles, des guerres continuelles. C'est quoi l'alternative? Vraiment, l'alternative c'est quoi? Il dit ça, mais il a du mal à obtenir satisfaction. C'est pour ça que en revanche, là-dessus, et c'est la façon de Trump de traiter, regardez ce qu'il a fait, par exemple sur les droits de douane, où il a fait plier certains pays, il le fera de la même chose avec Vladimir Poutine. Je connais je dirais le hoax, la fake news de dire que Trump est aux mains de Poutine. Absolument pas. On voit bien que par son attitude, il n'est absolument pas. Enfin, il fait confiance aux gens. Et comme je dis souvent, la confiance, c'est comme la virginité, ça ne se perd qu'une fois. Si Trump perd confiance en Poutine, eh bien, dans ces cas-là, faites-moi confiance, il saura mettre un voilà. Pour l'instant, Poutine montre qu'il a des attitudes extrêmement violentes. C'est du terrorisme d'État ce qu'il fait. Quand il vient bombarder Kiev, quand il vient bombarder certaines villes, c'est vraiment du terrorisme d'État. Donc, il faut arrêter ça. Trump veut que la guerre s'arrête. On ne peut pas continuer à avoir entre 2500 et 5000 morts par semaine dans la région. Alors peut-être que Poutine, dont la fête nationale se situe le 9 mai, aura à cœur d'avancer sur ces négociations. Il donne des signes de bon vouloir, mais les actes ne suivent pas jusqu'ici. Absolument, absolument. Mais on verra. Voit que Trump lui-même a quand même du mal à lui faire entendre raison. Absolument, et c'est vraiment pour ça que moi je crois que c'est notre rôle, nous Européens, d'accompagner Trump dans ce bras de fer avec la Russie pour permettre à ce que les fusions de sang s'arrêtent. En tout cas, moi je vous dis une chose, nous n'avons ni les ressources militaires humaines, ni les ressources militaires physiques en armement, ni les ressources de renseignement pour maintenir cette guerre si les États-Unis s'en vont. Donc je crois qu'on a intérêt à faire en sorte que ça s'arrête, que les fusions de sang s'arrêtent et qu'on arrive vers une sorte de paix avec des garanties très sérieuses pour l'Ukraine de sécurité. Est-ce que l'Europe et ses représentants ont joué un rôle dans cette affaire vis-à-vis de Trump? Est-ce que Trump les considère comme des interlocuteurs sérieux ou pas du tout? Alors, l'homme fort de l'Europe s'appelle Giorgia Meloni. L'homme fort de l'Europe, c'est une femme maintenant. Il a compris qu'il avait quelqu'un qui était non seulement en mesure de comprendre ses orientations politiques, mais aussi qui a montré sur le terrain en 3 ans ce qu'elle était capable de faire, notamment par rapport à l'immigration. Et c'est ça qui est important. On avait cette situation qui était complètement folle, où on dit « Ah, c'est normal, on va être envahi par l'Afrique, on va être envahi par le Maghreb, tout le monde va... » Non, elle a fait en sorte que ça s'arrête. Et donc, quand elle l'a très bien dit à la Maison-Blanche, elle a dit « Moi, je veux défendre l'Occident. » Et elle a dit « C'est pas une question de territoire, c'est une question de valeur, c'est une question de civilisation. Défendre la civilisation occidentale. » C'est ce que veut aussi défendre Donald Trump. Donc en Europe, on a un problème, on a un vrai problème nous en France avec un président complètement mégalomaniaque qui s'appelle Emmanuel Macron, qui est conseillé, et j'insiste bien, par des mythomanes, des menteurs et des crétins. Au niveau de l'Ukraine, il est conseillé par des gens qui sont des va-t-en-guerre, qui veulent faire la guerre en Ukraine, qui n'ont aucune vision stratégique et qui ne comprennent pas ce qui va se passer. Et donc, il est extrêmement mal conseillé. Donc, c'est pour ça que la France est complètement décrédibilisée. Et contrairement à ce qu'a essayé de faire croire l'Élysée, Macron a été totalement écarté des conversations qui ont été à Rome. Moi, j'étais à Rome lundi. Lundi, j'étais à Rome et j'ai vu des conseillers de Trump qui étaient restés sur place, avec qui j'ai eu un déjeuner, avec qui j'ai pu parler. Je peux vous garantir. Vous ont dit que... Et je peux carrément vous dire que Trump avait écarté Macron. Que Macron n'est pas crédible. Macron a perdu toute crédibilité. J'insiste bien, juste une chose pour comprendre. Macron donc a perdu le pouvoir intérieur en France, l'économie française est au tapis, mais j'ajoute une troisième chose. Il y a un pays qui s'appelle l'Algérie, qui nous a pris un otage qui s'appelle Boualem Sansal. La France n'est même pas capable de faire libérer un otage de 80 ans qui a le cancer dans les géoles algériennes. Donc comprenez bien que Macron n'existe plus. La politique étrangère de la France est grotesque. Il va faire bientôt une conférence avec l'Arabie Saoudite à New York pour la création d'un État palestinien. Même l'Arabie Saoudite n'en veut pas. Donc Macron fait de la politique intérieure. Il croit qu'il va calmer ses banlieues avec ces choses-là. C'est complètement illusoire. Et donc, il va falloir attendre de voir ce que va devenir le nouveau chancelier allemand qui va arriver. Mais encore une fois, je vous dis,
Concentrez-vous sur l'Italie, Giorgia Meloni est l'homme fort de l'Europe. C'est terrible pour la France. Dernière question, Philippe Carpentier, on vous écouterait pendant des heures, mais Donald Trump, encore je fais toujours l'avocat du diable, sa cote de popularité a quand même pas mal baissé. Selon l'IFOP, 56% des Américains ont honte de Trump, qui répond que ce sont de faux sondages. 59% des Américains sont déçus de son bilan économique. Il y a un certain nombre d'articles négatifs sur Trump. Donc il répond qu'on avance vers une période dorée. Qui a raison dans ce duel? En tout cas, les sondages montrent qu'il y a une partie des Américains qui sont déçus. Vous avez raison, il n'a plus que 40% de cote de popularité aux États-Unis actuellement. Vous voulez qu'on compare avec François Bayrou qui est à 15%? Ils sont arrivés quasiment au pouvoir en même temps. Donc, on a 15% pour François Bayrou. Je suis sûr que même Emmanuel Macron rêverait d'une cote de 40% de popularité. Maintenant, pour être plus sérieux, comme je vous l'ai dit, c'est une politique qui est une révolution. Quand on fait une révolution, il y a des à-coups, il y a des chocs. Les gens ne comprennent pas l'objectif. Et donc, c'est pour ça qu'il est en train de se préparer quelque chose. Je pense qu'il faut se donner rendez-vous dans un an, quand on sera, par exemple, à quelques mois des midterms américaines, c'est-à-dire on va dire, en juin 2026, on sera à 4 mois des midterms américaines, des élections de mi-mandat, et on verra que là, comment on pourra analyser l'impact au niveau tant géopolitique. Est-ce qu'il a réussi à faire la paix en Ukraine? Est-ce qu'il a réussi à stopper l'immigration? Il l'a déjà fait. Est-ce qu'il a réussi à remettre l'Amérique au niveau économique sur ses pieds? Est-ce qu'il a réussi aussi à casser cette propagande wokiste qui a totalement déstabilisé les États-Unis? Vous savez, moi je connais vraiment bien les États-Unis, j'y vais beaucoup. Vous parlez même avec des démocrates qui en avaient assez de ces délires transgenres, de ces délires pro-Hamas, pro-Hezbollah. Les gens n'en voulaient pas. Et ça, c'est vraiment la frange de l'extrême gauche du Parti démocrate qui a imposé ça au pays, et les Américains n'en voulaient pas. Merci Philippe Carpentier, on vous réinvitera donc dans un an pour les midterms. Merci à vous qui nous avez suivis. Allez visiter notre site bvoltaire.fr, abonnez-vous à notre chaîne YouTube et à Boulevard Voltaire, le grand quotidien de la France droite. C'est indispensable et c'est gratuit. Soutenez notre combat, c'est important. Vous trouverez toutes les modalités de dons sur notre site et on se retrouve la semaine prochaine avec un nouveau grand invité.